Watokouf, Timoezine, Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal. Aujourd'hui, dans l'actualité, la grogne sociale, deuxième journée de grève consécutive pour les agriculteurs mahorais. Hier, une rencontre devait avoir lieu avec le préfet Frédéric Vaux, un rendez-vous que les agriculteurs ont boycotté. Pour quelles raisons? Élément de réponse dans ce journal avec Ali Ambodi, président du MODEF, qui est l'invité de la rédaction. Dans l'actualité également, les enseignants qui ont entamé aujourd'hui leur 4e semaine de mobilisation. Ce matin, ils étaient plus d'une centaine à manifester devant le vice-rectorat. Les explications avec Pierre Bellucci au cours de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 29 novembre. Cela fait bientôt 5 semaines que les enseignants du premier degré sont en grève. Plus de 100 écoles sont actuellement fermées et les grévistes peuvent désormais compter sur le soutien des parents d'élèves. Tous étaient d'ailleurs devant les portes du vice-rectorat ce matin, plus déterminés que jamais, tandis qu'une rencontre avec le secrétaire général est prévue demain. Plus d'informations en ouverture de votre journal. Le centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Coconi dispense en ce moment une formation apiculture aux agriculteurs qui le désirent. Ce matin, les apiculteurs en herbe sont allés visiter une ruche à Sada et ont ainsi pu mêler la théorie à la pratique. L'apiculture commence à s'implanter doucement à Mayotte et l'association des apiculteurs du département sera officialisée début décembre. Zoom sur les prémices de l'apiculture sur l'île aux parfums dans votre journal. Le réseau périnatal de Mayotte organise les journées de la périnatalité afin de rencontrer les professionnels du domaine aujourd'hui et demain. Médecins, gynécologues, pédiatres, sages-femmes ou encore infirmières, beaucoup étaient présents pour cette journée consacrée au vaccin. Sujet important sur les territoires au contexte épidémiologique particulier qu'est Mayotte. Ces journées sont également l'occasion d'échanger avec les intervenants venus de métropole et de la Réunion sur les difficultés locales et les pistes d'intervention possibles. Reportage à la fin de cette édition. Plus de 110 écoles du département sont actuellement fermées, selon le syndicat SNUPP FSU. Et je vous le disais en titre, ce matin, les enseignants du premier degré étaient à nouveau devant les portes du vice-rectorat. Ils ont été rejoints par le syndicat FAN, mais également par de nombreux parents d'élèves de l'île venus leur apporter du soutien, mais également pour manifester leur ras-le-bol face aux nombreux problèmes rencontrés dans les écoles. C'est un sujet signé Leslie Vimenet, Abbas Alidi et Pierre Bellucci. Ils étaient à nouveau très nombreux devant les portes du vice-rectorat ce matin. En effet, les enseignants du premier degré en grève depuis plus d'un mois ont reçu le soutien de nombreux parents d'élèves. Las que les problèmes s'accumulent dans la scolarité de leurs enfants. On accompagne nos instituts qui sont là pour enseigner nos enfants. Parce que ça fait déjà au moins 4-5 semaines qu'ils sont dehors, qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas écoutés ni par l'État, ni par le gouvernement local, c'est-à-dire le préfet, la vice-rectrice. Et vous savez bien, 4 semaines de cours non assurés, ça fait des enfants dehors, ça fait des programmes qui ne sont pas assurés, c'est tout. Et là, on a l'impression qu'ils ne sont pas épaulés ni par nos élus, ni personne ne sont délaissés. Et leur dossier, on a l'impression que ça n'avance pas. Dans toute l'île, les écoles sont bloquées. Et les enfants ne partent pas à l'école et ça n'inquiète personne. Alors comme vous le savez, nous l'association on a essayé de joindre le président des maires, ça fait déjà des mois et des mois, il ne répond pas. On se demande s'il y a vraiment un président des maires parce que là où on passe on nous dit qu'il faut voir d'abord avec l'association des maires sur les rythmes scolaires, sur plein de choses et ce monsieur-là il ne répond pas. Est-ce qu'il est vraiment à Mayotte? On se demande. Après bientôt 5 semaines de grève, les enseignants ont toujours l'impression de ne pas être entendus. D'autant que l'ordre du jour des prochaines rencontres à venir avec le ministère de l'Éducation nationale ne les invite pas à l'optimisme. Malheureusement, c'est silence à radio. Après, on va nous dire qu'on ne veut pas négocier, sauf que
ils ont prévu une réunion le 5, le 1er et le 5. C'est des réunions dans lesquelles il n'y a pas les ordres du jour qui concernent l'ancienneté générale de service, qui concernent la transformation de Mayotte en REP+. Il n'y a pas ces revendications-là qui vont être annoncées. Donc, vous avez vu, les collègues sont là pour dire qu'on continue à être là. Ils sont nombreux à continuer à venir à soutenir le mouvement parce qu'ils ont compris qu'il y a plusieurs de nos années d'ancienneté de service qui vont passer à la trappe et donc on va arriver à la retraite avec 3 francs 6 sous. Ce matin, de nombreux policiers surveillaient l'enceinte du vice-rectorat. Néanmoins, les grévistes ont réussi à s'introduire dans la cour de l'institution, comme pour montrer qu'ils sont prêts à tout pour obtenir gain de cause, quitte à reprendre le mouvement dès le mois de janvier. On l'a démontré en 2007, on est capable de continuer à le démontrer qu'on peut être là pendant plus de 4 mois pour dire que on veut nos droits, on veut que nos anciennetés générales de service soient prises en compte. On sera là pour continuer le mouvement, ça c'est sûr et certain. Il n'y aura pas de pourrissement et les camarades, quand on les appellera pour descendre manifester, ils viendront. Il faut absolument que tous les parents prennent conscience de l'enjeu de l'éducation à Mayotte. Ça fait 5 semaines qu'ils sont pas cours et ça n'inquiète personne. C'est quand même dommage de bafouer cette éducation et de laisser les enfants à la traîne comme ça, quoi. Donc si ça rien ne bouge d'ici les vacances, on va essayer de mobiliser pour que tout le monde soit dans les rues dès la première semaine de la rentrée. En fin de matinée, les manifestants se sont séparés après avoir eu l'assurance d'une rencontre avec le secrétaire général du vice-rectorat. Elle devrait se tenir demain, mais le mouvement n'est pas pour autant suspendu puisque le SNUPP appelle au rassemblement des 7 heures sur le parking du vice-rectorat, suivi notamment d'un sit-in devant le commissariat. Et vous l'aurez compris, 4e semaine de grève pour le SNUPP-FSU, un mouvement de grève qui dure. Pierre Bellucci, bonsoir. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bonsoir à notre invité. Vous l'avez vu, on l'a vu dans le reportage, il était plus d'une centaine ce matin devant les grilles du vice-rectorat et dans un communiqué envoyé par le SNUPP-FSU, il indique, je cite, le mouvement des enseignants du premier degré n'est aucunement ébranlé et leur détermination reste intacte. Est-ce véritablement le cas ? Oui, c'est le cas, mais on l'a déjà dit à plusieurs reprises, ça restera le cas pour une simple et bonne raison, c'est que il l'a expliqué, ils jouent des années de carrière, ils jouent des années de leur vie finalement, et ils souhaitent absolument que ces années-là, elles soient reconstituées afin qu'ils touchent une retraite digne de ce nom. Donc forcément, c'est évident qu'ils vont continuer le mouvement. Ils disent déjà qu'en janvier, ils seront en grève s'il n'y a pas eu d'avancée, si les rencontres ne sont pas fructueuses. Il y a une rencontre qui va se tenir très bientôt, demain avec le vice-rectorat dans un premier temps, mais il ne faut pas en attendre grand-chose. Par contre, celle effectivement avec le ministère de l'Éducation qui doit avoir lieu en début de semaine prochaine, celle-là elle est vraiment très importante et ils s'étonnent déjà de voir qu'à l'ordre du jour, leur revendication première, parce que c'est la première des revendications, si demain ils obtiennent cette reconstitution des carrières, ils mettront sûrement fin au mouvement. Mais voilà, il se trouve que c'est même pas à l'ordre du jour pour le moment, donc c'est vraiment assez étonnant et leur colère, on la comprend sur ce point-là parce que ils ont l'impression de ne pas du tout être entendus par le gouvernement. Pierre, est-ce qu'on n'a pas l'impression que la barrière entre légalité et illégalité est franchie ? C'est la barrière, disons que leur détermination, elle est là, elle est présente, ils l'expliquent, forcément ils mettent en place des actions, et lorsqu'on met en place des actions, lorsque la colère elle grandit au fil des semaines, il y a toujours cette barrière qui peut être franchie. Aujourd'hui, effectivement, il y a eu un épisode où les forces de l'ordre étaient en très grand nombre pour les empêcher d'entrer au sein du vice-rectorat. Ils ont finalement réussi à entrer dans l'enceinte de l'institution en passant par un grillage par derrière. Bon voilà, mais il n'y a pas eu de débordement. Mais effectivement, et ils le disent eux-mêmes, ce sera le cas aussi pour le prochain sujet sur Panima, la colère monte au fil des jours, au fil des semaines, ça fait maintenant des mois même qu'ils sont en grève. Et forcément, les actions, elles se radicalisent. Et ça, il l'explique. Et il l'explique aussi pour une raison assez simple, c'est que on approche de 2017, on approche de la campagne présidentielle. Ça va être compliqué d'obtenir des choses à partir de maintenant parce que la campagne va sûrement prendre le pas sur tout le reste. Voilà. Ce qu'il faut aussi noter, qui est important de relever aujourd'hui, c'est qu'ils ont eu le soutien des parents d'élèves. Oui. Et les parents d'élèves disent, ça fait 5 semaines, vous vous rendez compte que nos enfants ne vont plus à l'école parce que finalement, les enseignants bloquent, mais ils les soutiennent quand même, parce que les problèmes sont tels dans l'éducation que voilà, aujourd'hui, ils sont là à dire, il faut absolument que le gouvernement agisse,
que ça soit au niveau des rythmes scolaires qui posent problème dans les écoles en rotation, mais qui posent problème de manière générale, en tout cas selon les parents d'élèves, que ça soit effectivement sur le manque de moyens matériels, que ça soit effectivement sur cette reconstitution des carrières et sur les conditions dans lesquelles les enseignants travaillent. Donc voilà, maintenant effectivement, de son côté le gouvernement il dit toujours la même chose, c'est que il faut du temps, on ne peut pas construire des écoles du jour au lendemain, mais en tout cas ce qu'ils veulent aussi, et c'est la raison de leur colère aujourd'hui, c'est qu'ils ont l'impression qu'il y a un mutisme en face, il y a un mur, et que le dialogue il est là de temps en temps et puis finalement il repart, on est obligé de faire des semaines de grève et puis il revient. Donc voilà, donc c'est une situation compliquée. En tout cas ils continuent le mouvement, demain ils seront en grève, il y aura un sit-in notamment devant le commissariat pour soutenir le secrétaire départemental du syndicat SNUPP, Rivo Malala, qui donc a été une plainte a déposée contre lui suite à il est rentré dans une école pour distribuer des tracts, il y a eu une plainte, donc ils seront là demain matin, ça risque encore d'être agité. Merci Pierre pour ces précisions, vous restez avec nous. Grogne sociale encore, une semaine que les salariés du groupe de restauration collective Panima sont en grève. Souvenez-vous, une rencontre s'est tenue hier à la DIECT afin de trouver une issue rapide au conflit. Les discussions ont ainsi duré jusqu'à 20h, mais elles n'ont mené à des nouvelles propositions syndicales. Les syndicats FO et CGT ont ainsi revu leurs prétentions à la baisse et les négociations ont repris vers 15h cet après-midi. Assoumani Darwesh était sur place. Les précisions avec Pierre Bellucci et Leslie Vimonet. Les représentants syndicaux étaient bien au rendez-vous devant les portes de la DIECT dès 15h cet après-midi. Hier, le syndicat FO a proposé de baisser ses exigences d'augmentation salariale à 200 €. La CGT de son côté réclamait l'application de la convention de branche restauration collective appliquée du côté de Cervère Réunion. La direction quant à elle souhaitait uniquement mensualiser une prime annuelle exceptionnelle versée depuis maintenant 4 ans et équivalent à environ 1 200 €. Mais alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Écoutez, depuis hier, les positions de l'employeur n'ont pas changé. Contrairement à nous faisons des propositions et là, à la surprise générale, c'est que je constate que l'employeur ne veut pas de dialogue social et que l'employeur campe sur ses positions sans donner un signal fort de dialogue social. La direction centrale refuse pour le moment les propositions des syndicats qui se disent décidés à trouver un compromis sur cette question des salaires. Moi, j'en appelle à la responsabilité sociale de l'employeur. Il va falloir que l'employeur fasse preuve de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, on est devant une crise lourde avec beaucoup de conséquences. Il va falloir qu'à un moment donné, il prenne ses responsabilités et fasse une proposition qui va dans le sens de ce que nous proposons. Donc, nous avons proposé 250 € payables en 2 ans, 125 € 2017, 125 € 2018. Donc aujourd'hui, nous attendons la réponse de l'employeur. La prochaine rencontre est prévue ce jeudi, mais en attendant, la grève va se poursuivre et avec elle, la colère risque de grandir. Plus ça tarde à venir et plus les souffrances augmentent et plus le risque d'enlisement et le risque aussi de voir se durcir le mouvement, ça pointe du doigt. Donc il va falloir que des deux côtés on puisse avoir une convergence de positions. Après une semaine de grève, le retour des négociations apparaît comme un signe positif, même si en ce qui concerne la résolution du conflit, le chemin semble encore long et agité. Réunion à suspense donc cet après-midi à la DIECT. Pierre Bellucci, la DIECT en médiateur a organisé à 2 reprises donc une réunion avec la direction de Panima et les syndicats, notamment cet après-midi, une réunion qui a été suspendue. Oui, alors de toute façon, sans la DIECT, c'est impossible qu'il y ait un dialogue. Vu le climat qu'il y a entre la direction et les salariés, il est clair que dans l'état actuel des choses, il faut absolument qu'il y ait un médiateur. La DIECT joue aujourd'hui ce rôle. Souvent, on se demande pourquoi elle ne le fait pas avant, parce que c'est vrai que sans ça, souvent, ça se complique. Aujourd'hui, voilà, elle joue ce rôle-là. C'est vrai qu'il y a eu 2 réunions avec la direction. Là, ils arrivent à discuter entre direction et salariés. Maintenant, chacun reste sur ses positions. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est vrai que la direction ne souhaite pas s'exprimer
s'exprimer, refusent de s'exprimer depuis le début du conflit. C'est un choix, ils ont le droit. Maintenant, dans les propositions, on s'étonne parce qu'ils proposent une prime de la mensualiser alors qu'elle existait, de la retirer sous forme de prime et de la mensualiser sur 12 mois. Les salariés disent mais c'est ni plus ni moins que... Enfin, c'est absolument inconcevable, vous ne nous donnez rien de plus. Donc ils avaient quand même fait une nouvelle proposition proposant une baisse et finalement 200 € d'augmentation salariale alors qu'ils étaient à 250 € dans un premier temps par mois. Finalement, ça a été refusé. Face à ce refus, ils ont dit d'accord, donc dans ce cas-là, on fait une nouvelle proposition, on reste dans les 250 €. Par contre, on l'échelonne sur 2 années. Voilà où est-ce qu'on en est. À plusieurs reprises, la direction locale a appelé la centrale à Paris. À chaque fois, au niveau de Paris, ça bloque. Ils disent que ce n'est absolument pas possible. La direction explique que cette augmentation salariale risquerait de faire couler l'entreprise. En tout cas, selon les dires de la société. Maintenant, voilà, ce qu'il y a de sûr, c'est que le conflit continue. Les négociations, elles vont reprendre seulement jeudi. Demain, la grève sera toujours d'actualité. C'est compliqué au niveau des livraisons. Il y a des réquisitions de la part du préfet. Ouais. C'est un conflit très compliqué. Et encore une fois, je pense que le véritable problème, c'est vraiment ce climat entre la direction et les salariés qui est devenu absolument délétère et un dialogue qui ne peut absolument plus prendre. Donc de toute façon, quand bien même ils arriveraient à un accord au niveau salarial, je pense qu'en gardant ce directeur-là, ça risque d'être très très compliqué dans les semaines à venir. Merci Pierre pour ces précisions. Direction Coconi, à présent, le centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Coconi a pour but d'apporter des connaissances de base aux agriculteurs qui souhaitent diversifier leur production. Et parmi ces formations financées par l'Europe, on trouve la formation apiculture qui fait également partie du plan de développement rural de Mayotte. Cette formation de 21 heures gratuite pour les agriculteurs est découpée en 5 demi-journées. Et ce matin, les agriculteurs en formation sont allés visiter une ruche afin de mêler la théorie à la pratique. Un reportage d'Adèle Laurent qui n'a pas eu peur des abeilles. Ça c'est l'enfumoir et je prépare pour allumer, comme ça on va visiter les abeilles. Parce qu'on ne peut pas visiter la ruche sans l'enfumoir. Et ça, c'est très important. Enfumoir à la main, chaussures aux pieds, combinaison et chapeau voile sur la tête. Ce matin, les apprentis apiculteurs étaient parés pour aller visiter la ruche d'Alim Saïdié, qui a réussi à fixer une colonie sauvage dans une ruche horizontale et qui récolte régulièrement son miel. Et malgré l'abondance d'abeilles sur l'île, à l'heure actuelle, la filière apiculture est encore sous-exploitée. Les abeilles existent à l'état sauvage sur Mayotte, donc de manière assez même intense et très présente. C'est un territoire isolé qui a su préserver une race d'abeilles qui s'appelle Apis mellifera unicolore. L'intérêt, c'est justement, au lieu d'aller faire de la cueillette sauvage et de détruire en quelque sorte la ruche souche, c'est de permettre aux agriculteurs de développer chez eux des ruches et ainsi de récolter du miel. Ce matin, les apiculteurs en formation sont donc allés rendre visite à Alim Saïdié, apiculteur depuis 2008. Et même si sa production de miel n'est pas très conséquente, ce passionné d'apiculture garde sa motivation. On n'a pas besoin de commander les abeilles ici à Mayotte. On espère bien que dans les îles tropicales, qu'il n'y a pas de maladies ou de pollution. Et le petit récolte qu'on sort ici, c'est des miels parfaits, quoi. C'est des miels tropicaux avec des fleurs médicinales et du coup le miel aussi c'est des médicaments pour l'homme. Et du coup, même si ça ne produit pas beaucoup, mais je vais aller jusqu'au bout. Avec les ruches comme ça, là je pense que chacun il fait ça chez lui. Ça peut protéger un petit peu l'environnement et la richesse des Mayotte, quoi. 10 ruches peuvent ainsi donner 100 kg de miel par an, vendu entre 40 et 50 € le kilo. L'apiculture peut donc être pratiquée en complément de l'activité principale des agriculteurs. Et ce matin, ces derniers avaient tous des motifs divers et variés pour participer à cette formation. J'ai trouvé que c'est très amusant et en fait il n'y a pas assez de monde qui le fait. Alors du coup, je me suis dit pourquoi pas de me lancer dedans. Les abeilles, ça m'intéresse parce qu'il y a beaucoup d'abeilles sauvages chez moi là-bas. Je vais les prendre, je les ramène chez moi pour que je trouve le miel. Et 2 agricultrices étaient également présentes ce matin. Noudoura Ben Ali Ibrahim, qui sera peut-être la première femme apicultrice de Mayotte, nous explique pourquoi elle s'intéresse à ce domaine.
je vois que puisque je fais beaucoup de maraîchage, il manque des abeilles pour polliniser mes maraîchages. Donc je crois que si je mets un ruche chez moi, ça permettra à mieux que les abeilles pollinisent bien le maraîchage. Les agriculteurs sont effectivement les mieux placés pour accueillir les ruches. Ils pourraient, grâce à la pollinisation par les abeilles, augmenter de 10 à 15% leur productivité de maraîchage. L'apiculture commence donc à s'implanter petit à petit sur le territoire et une nouvelle étape sera franchie le 10 décembre prochain, date à laquelle l'association des apiculteurs de Mayotte verra officiellement le jour. L'objectif est de fédérer, de créer une entraide entre les professionnels, mais également de mettre un terme au vandalisme et à l'incendie de ruches, comme nous l'explique le futur président de l'association. On voulait monter une association parce qu'on a une ambition qui n'a pas de limite dans l'apiculture. Et il y a un problème parce qu'il y a beaucoup de vandalisme. Il y a des gens qui les brûlent pour prendre le miel. Et s'ils les brûlent, continuent à les brûler, là du coup il n'y en aura plus. La lutte contre le vandalisme en premier. Et c'est professionnalisé là-dessus. Mais sans importer les abeilles de métropole, Madagascar, La Réunion, les amener ici. On ne veut pas de ça en fait. Parce qu'on ne veut pas les maladies, on veut garder l'abeille naturelle. La filière apicole est donc en train de se structurer sur l'île aux parfums. Et si, à l'heure actuelle, il n'est pas facile de trouver du miel ailleurs que chez les rares petits producteurs locaux, une filière développée pourrait voir le jour dans les années à venir. Et je vous le disais en titre, les agriculteurs mahorais ont entamé leur 2e jour de grève. Ce soir, la rédaction accueille Ali Ambodi, président du MODEF. Bonsoir. Bonsoir, chères auditrices, auditeurs de Kwezi. Alors en juillet dernier, vous avez déjà manifesté pour des revendications qui sont sensiblement les mêmes. 4 mois plus tard, vous en êtes toujours au même point. Et dans un préavis de grève de l'intersyndicale agricole, vous précisez « respectons les paysans mahorais ». Pourquoi? Vous avez l'impression qu'on ne vous respecte pas? Évidemment, on a cette impression. Dans quel sens? C'est qu'on a une chambre d'agriculture qui est mise à l'écart parce que c'est la DAF actuellement qui veut gérer la chambre d'agriculture. Or, on a élu des agriculteurs pour nous représenter. Et nous trouvons ça déjà qui n'est pas normal. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, c'est que on a eu le sentiment depuis que ces dernières années que les agriculteurs sont délaissés. Si on dit qu'on ne respecte pas parce qu'on nous a oubliés, on ne trouve plus presque des techniciens dans les terrains, on n'a pas des gens qui nous conseillent. Auparavant, il y avait ces gens-là. Donc on se trouve délaissés. Vous savez, quand j'ai vu tout à l'heure l'image des apiculteurs, vous souriez d'ailleurs? Oui, j'étais content parce que c'est cela qui peut que développer notre agriculture. Les niches, quand on dit les niches, certaines filières qui n'existent pas, qu'on essaie d'améliorer ce revenu. Ce sens-là me semble un élément clé de notre développement. J'ai dit qu'on ne respecte pas les agriculteurs parce que je crois qu'on dit bien la DAF, oui, parce qu'il y a des agriculteurs. Il y a une institution, la DAF, parce que nous sommes là. Si on n'existait pas, on n'aurait dû pas le mettre en place. Oui. Et on est là. C'est grâce à nous que la DAF est là. Donc si nous trouvons que les choses vont mal, on a le devoir. Je sais que je serai mal vu parce que, je vous rappelle, j'ai manifesté le 24 juillet dernier. Oui. Et j'ai eu un cadeau, parce que je gère une coopérative. J'ai eu déjà des inspecteurs de l'Europe, je suis le seul, parce que je manifestais. Là, je sais que j'ai manifesté avant-hier. J'aurai d'autres ennuis que la DAF me fera, mais ce n'est pas un problème pour moi. Je me suis dit, aujourd'hui, j'ai 20 ans de carrière agricole, parce que je suis installé le 30 septembre 1997. Donc j'ai 20 ans, et plus quelques mois, je n'ai plus peur de rien. Je connais mon métier. Alors hier, il y avait un rendez-vous qui était prévu avec le préfet Frédéric Vaux, mais finalement, vous n'y êtes pas allé, vous avez boycotté ce rendez-vous qui pouvait être important. Pourquoi?
Moi, je dirais c'est que le rendez-vous, avec tout le respect qu'on doit à monsieur le préfet, on était présent au rendez-vous, mais parce que de 11h, de midi, on nous a informé qu'on aura une rencontre avec le préfet à 14h. Oui. On était vraiment contents, mais j'ai eu l'occasion d'appeler son service en leur demandant que, ok, mais pas question avec le directeur à qui on n'a pas envie de discuter avec lui. Jean-Michel Bergès. Jean-Michel Bergès. Et quand on est rentré en réunion, la réunion a commencé 2 minutes après, on voit Bergès sur son directeur adjoint. On s'est dit que ce n'est pas ce qu'on a dit. On a dit qu'on ne veut pas ce monsieur, pourquoi il est là? Donc il était là, on a préféré le faire comprendre que c'est pas comme ça. Qui n'était pas le bienvenu. Et hier, sur vos banderoles de revendications, effectivement, on pouvait le voir, démission du directeur de la DAF. Pourquoi vous désirez sa démission ainsi que son chef de service? Vous savez que l'agriculture mahorais fonctionnait à merveille. Les autres directeurs de service connaissaient la pauvreté des paysans mahorais. Comment le directeur et le chef de service. Depuis ces dernières années, vous savez, quand vous pouvez aller dans les campagnes, voir les désarrois total, comment les agricultures sont vraiment délaissées. Et à cela, on s'est dit, quand un directeur est responsable vient dans un territoire, la première chose, c'est de s'occuper. Parce qu'il y a 900 000 agriculteurs, pas sirétisés, mais qui ont la carte MSA. Et quand on trouve sur 900 000, on veut que ceux qui ont des moyens. Je trouve cela anormal. C'est pourquoi on s'est dit, si ce directeur ne s'intéresse pas aux petits paysans, parce qu'on est dans un territoire où les paysans ont entre un demi-hectare à 5 hectares. S'il ne s'intéresse pas, je le répète bien, à ce petit paysan et s'intéresser parce qu'il a donné à peu près à un projet Avima de 2 millions quelques. Mais je me pose la question, combien on a consacré aux petits paysans? Un projet que vous refusez d'ailleurs dans vos revendications? C'est pas que le projet on le refuse au fond, mais le projet, le fait qu'il n'a pas été discuté. C'est que depuis que le directeur est arrivé, il a refusé par exemple le projet Rayana, le projet des poulets de chair, parce qu'il paraît que ce n'est pas la personne qu'il faut. Or, de l'autre côté, il accepte. Et c'est ce genre de cela il a tué la chambre d'agriculture. Donc je trouve un directeur, il ne veut pas que l'aide PAC, parce que c'est les clés numéro 1, soit versée aux agriculteurs. Et justement, en ce sens, hier, première journée de grève pour les agriculteurs mahorais. En fin d'après-midi, la préfecture a envoyé un communiqué concernant justement ces aides de la PAC qui vont être versées. Quel est votre sentiment là-dessus? Vous savez, on sait qu'un jour ça sera versé. On sait qu'un jour. Début janvier. Mais le 24 juillet, on nous avait dit en septembre. Pouvez-vous me faire croire à qui qu'en début janvier, on aura cet versement? Ce n'est pas vrai. On est en train de nous endormir. Et c'est pourquoi je profite à cette occasion qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que nos collègues de La Réunion nous ont appelés en disant qu'on a bloqué, on a fermé. C'est pourquoi on a eu ils ont eu leur aide. Ils ont reçu. Donc à Mayotte, on a compris qu'il faut qu'on bloque. Et je vous garantis, on va faire en sorte que les choses bougent. On va le faire bouger, j'en suis convaincu. Si je comprends bien, le mouvement de grève se poursuit, en conclusion? On ne va pas s'arrêter. On a dit à durée illimitée, mais vous comprenez que nous, les paysans, il y a des jours qu'il faut qu'on revienne dans notre exploitation pour donner à manger nos animaux. Il y a des jours où il faut qu'on revienne pour manifester. Donc, c'est dans cette stratégie qu'on va mener notre manif. Et on va continuer à manifester. Ça, c'est sûr et convaincu, parce que c'est pas moi qui veux, mais c'est les agriculteurs qui m'ont sollicité qu'il faut qu'on fasse quelque chose, parce qu'ils en veulent qu'on aille dormir devant la DAF. Ils veulent qu'on aille dormir, parce qu'ils nous disent qu'ils sont prêts à amener leur marmite, tout ça, qu'on prépare devant la DAF. Donc, on est en train d'y réfléchir, parce qu'on va faire en sorte pour que notre aide PAC puisse être versée le plus tôt possible.
Merci beaucoup Henri Ambody. Je rappelle que vous êtes le président du MEDEF et vous représentez ainsi les agriculteurs. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous propose à présent de découvrir le reste de l'actualité qui a marqué ce mardi 29 novembre. Tout de suite, c'est l'actualité en bref. À Mayotte, des tentatives de cambriolage ont lieu quotidiennement aux quatre coins de l'île. La semaine dernière, une tentative avec violence a d'ailleurs eu lieu au domicile d'Al-Wafa, un agent de la mairie de Chirongui. Un cambrioleur muni d'une masse a tenté de s'introduire à son domicile, mais fort heureusement, la victime a pu s'enfermer au dernier moment. Ce week-end, aux alentours de 3 h du matin, des cambrioleurs sont revenus, cette fois-ci armés d'arrache-clous, de barres de fer, de marteaux et de machettes. Néanmoins, depuis le premier cambriolage, la victime et sa femme ont demandé à 2 amis de rester avec eux dans leur domicile, craignant des représailles. Et lorsque les cambrioleurs ont forcé la porte ce week-end, ils sont tombés sur les 2 amis qui les ont accueillis à coups de gaz lacrymogène. Les cambrioleurs ont alors pris la fuite en prenant soin de violemment caillasser la maison d'Al-Wafa, le tout en toute impunité. Hier, nous évoquions le projet d'un réseau de bus pour le Grand Mamoudzou, mais en marge, la municipalité du chef-lieu poursuit son projet de réalisation de trottoirs sur l'ensemble du territoire communal et s'attaque au chantier de Tsunzu. Mohamed Mouandji, élu en charge de l'aménagement, explique ainsi, je cite, « Il y avait urgence à sécuriser les piétons à Tsunzu comme il y avait urgence à sécuriser les piétons à Kaweni, comme il y a urgence à sécuriser la rocade de Mtsapere. Après le traitement de l'urgence viendra les travaux du réseau de bus urbains qui contient pour l'heure 3 lignes. Seule la ligne du transport en commun en site propre des Hauts-Vallons jusqu'à Mtsapere, peut-être jusqu'à Passamenti, nécessitera des travaux très lourds d'élargissement de la chaussée. On sera obligé ici de casser afin d'élargir la chaussée. Le projet revient désormais à l'intercommunalité, mais ne devrait pas voir le jour avant plusieurs années. Et en marge du 16e sommet de la francophonie, le salon de l'industrie de Madagascar s'est déroulé à Antananarivo du 24 au 27 novembre dernier. À l'invitation de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Union des chambres de commerce et d'industrie de l'océan Indien a mobilisé l'ensemble des CCI de la sous-région sur un même stand. Objectif, informer le public sur les opportunités d'affaires des territoires couverts par l'Organisation de coopération économique, sur les services offerts par les CCI et les projets qu'elles mettent en œuvre pour faciliter les relations d'affaires entre les entreprises de l'océan Indien. En parallèle, des échanges ont porté sur la définition de pistes concrètes de coopération portant sur le déploiement de la stratégie économique de la francophonie dans l'océan Indien, tandis qu'un accord de coopération entre l'OIF et l'UCCIOI devrait être signé en marge du prochain forum économique des îles de l'océan Indien. La 4e édition des Journées périnatales de Mayotte se tiennent aujourd'hui et demain au centre universitaire de Dembéni. Objectif, échanger, réfléchir et former les professionnels de la santé périnatale autour de thématiques définies. Et cette année, les échanges portent sur la vaccination et sur des pathologies telles que l'uropathie et la néphropathie en périnatalité. Ce sujet est signé Assoumani Darwesh, Pierre Bellucci et Leslie Vimonet. Le réseau périnatal de Mayotte a été créé en 2009 afin notamment d'améliorer la prise en charge et le suivi en périnatalité. Depuis maintenant 4 ans, le REPEMA organise les journées de la périnatalité afin de rencontrer les professionnels du domaine. Nous avons 2 missions par l'ARS et dont une de ces missions c'est de former et d'informer les professionnels de santé en périnatalité. Périnatalité, je rappelle, c'est tout ce qui est autour de la naissance. Donc ça veut dire que nous accueillons des professionnels, médecins, gynécologues, des médecins pédiatres, des sages-femmes, des infirmières et toutes les personnes qui tournent autour de la périnatalité, et on essaie de leur apporter des informations qui leur évitent d'aller chercher ces informations ailleurs et d'avoir des échanges pour voir la situation à Mayotte. Le docteur Christelle Volou-Fellous, virologue à l'Université de médecine Paris-Sud et présidente de ces 2 journées, est également intervenue sur l'importance des vaccins à Mayotte comme ailleurs. D'une façon générale, les vaccinations, c'est essentiel dans la prévention des infections. Il y a à Mayotte des dispositions spécifiques en raison d'un contexte épidémiologique particulier. Donc il y a des calendriers généraux
pour la France et des petites adaptations aux spécificités de Mayotte, mais d'une façon générale, la vaccination est aussi importante à Mayotte qu'en métropole et ailleurs dans le monde. Et c'est un des objectifs majeurs de l'OMS, c'est l'extension de la vaccination, l'adhésion de la population à la vaccination pour qu'il y ait de moins en moins de ces infections gravissimes, voire mortelles de par le monde. Ces journées sont aussi l'occasion d'échanger avec des intervenants venus de métropole ou encore de la Réunion sur les difficultés locales et les pistes d'amélioration possibles. Depuis 4 ans, ces rencontres se multiplient et sont devenues indispensables pour tous les professionnels de l'île. Nous avons toujours des projets à l'avenir. Ça, c'est la 4e journée. Il y aura une 5e journée, effectivement. Et puis, on organise souvent des EPI à l'intention des professionnels. Voilà, c'est pas la première fois, ça ne sera pas la dernière fois encore. Après cette journée consacrée au vaccin, demain, les intervenants se pencheront sur l'uropathie et la néphropathie en périnatalité, des complications rénales qui touchent mère et enfants. Des journées très importantes donc, surtout lorsque l'on connaît le nombre de naissances quotidiennes au sein du 101e département. Et c'est ainsi que s'achève cette page d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, le retour de l'information à 5h30 avec Pierre Bellucci. Programme chargé demain à partir de 6h30. L'équipe de la matinale reçoit Rivo Malala Rakoton Dravelo pour le SNUPP FSU. 7h, Aoussi Bonaedja de la CGT. Et à 7h30, Kira Bakara Dakolo pour le Parti radical de gauche. Il sera l'invité et il est le représentant de Sylvie Pinel, candidate à la présidentielle de 2017. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir, même heure, même chaîne, avec une invitée de marque qui n'est autre que Marine Le Pen, présidente du Front National. Belle soirée à vous, Kwaheri.